voyez, quand vous décidez de tuer quelqu'un, de détruire quelqu'un, d'anéantir quelqu'un, après vos tentatives, vos multiples, vos échecs, et la personne dit, je viens vous dire bonjour, subhanallah, vous devez craindre cette personne. Ce n'est pas la force d'Alassane Ouattara, mais c'est la puissance de Sonko et de Diomaye. Ce n'est pas la capacité d'Alassane Ouattara. Alors, vous savez, quand l'indécence politique et morale s'accumule dans la petite tête sans cervelle de certaines personnes en Côte d'Ivoire, ils confondent tout, ils mélangent tout. C'est Ouattara qui a demandé à Macky Sall de détruire ces deux opposants. C'est Ouattara qui s'est acharné. Mais ceux qui ont exécuté ces ordres-là, Macky a eu la chance de fuir. Mais tous ceux qui ont exécuté ces ordres-là, que Ouattara aille les libérer des griffes de Sonko aujourd'hui. Parce que Sonko a pris un décret où il a donné une grande partie de tout son pouvoir à Sonko d'accomplir le programme pour lequel ils ont été élus et de combattre l'impunité, la corruption, le vol et l'injustice. Il a pris ce décret. Et Sonko aujourd'hui, il est le super président en tant que premier ministre. Diomaye lui a donné tous les pouvoirs. C'est ce à quoi ils vont travailler pour modifier la constitution sénégalaise, pour donner plein pouvoir au premier ministre. Alors, les petits pervers en Côte d'Ivoire dansent. Ouattara n'a rien fait, on sait que c'est le monsieur qui n'a jamais dit la vérité de toute sa vie. Un menteur, un manipulateur et un corrompu. Il ment, il vous regarde, et puis il dit, depuis quand j'ai dit ça, vous vous asseyez avec lui, même si Dieu est témoin. Dieu est témoin. Alassane Ouattara va dire, hein, Dieu, depuis quand moi j'ai dit ça? Donc le fait que Diomaye aille à Abidjan demain n'est pas un coup de maître, il est en train de faire une tournée. Certes, je n'apprécie pas le fait que cette tournée-là, il commence dans certains pays et il n'est pas les véritables panafricains, mais comme on a l'habitude de dire, les bonnes choses, c'est pour la fin. Donc je suppose qu'à la fin de ces visites, la meilleure partie sera réservée aux pays de l'AES. Parce que la vision politique du président Sonko et du président Diomaye, c'est la même vision politique du général, du capitaine et du colonel dans l'AES. Le véritable panafricanisme. Et d'ailleurs, c'est cela qui pousse aujourd'hui Kémi Séba à vouloir se présenter au Bénin pour les prochaines élections. Et c'est ce qui amène aujourd'hui le président Faure Gnassingbé à vouloir se présenter forcément avec une étiquette de panafricain. Aujourd'hui, il commence à dire beaucoup de choses. Et le président, ce n'est pas tout, vous savez, je vous ai dit que le changement du monde, il y a deux épicentres, mais le plus important, c'est le Sahel. Par ricochet, le deuxième centre, ce sera l'Ukraine. Le bouleversement mondial, le bouleversement de l'ordre mondial, c'est en Afrique que ça va commencer. La prophétie a parlé. Ce n'est pas Keïta, quand je dis la prophétie, vous n'avez qu'à le lire, les livres des grands prophètes qui ont été envoyés par Dieu. Quelle est la place de l'Afrique? Et là maintenant, je vous amène à un autre niveau. Pas les tarés qui ne comprennent rien, mais à ceux qui ont un peu d'intelligence. C'est en Afrique, mais pas n'importe quelle partie de l'Afrique. Un endroit qui a été béni par Dieu, immensement béni. Les gens ne comprennent pas dans cette histoire du Sahel. Alors, permettez-moi de vous développer ça un tout petit peu. Parce que quand Dieu vous donne, donnez avec modération aux autres. Vous entendez Sahel, désert, Sahel, désert. Mais vous ne vous posez jamais la question, qu'est-ce qui a mené le désert ou le Sahel? Il y avait quoi là avant? Est-ce qu'il y avait une vie avant? Est-ce qu'il y avait quelque chose avant? Mais comment c'est le Sahel? Comment c'est le désert? Vous vous posez cette question. Mais là, on vous montre, on dit c'est un désert, vous n'avez qu'à avoir peur du désert. Quelque chose a existé là avant. Et cette chose s'est retirée, mais elle n'est pas devenue une vieille femme à la ménopause. Non, 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 non. La vie qui était là, quand cette vie s'est retirée, elle a fait place à ce que vous appelez le sable, le Sahel. Mais dans les tréfonds de ce Sahel, il y a un trésor immense qui a été laissé. C'est-à-dire les ressources naturelles. Est-ce que vous savez que dans le Sahel,
L'eau douce qui est là-bas, c'est l'une des meilleures eaux au monde. Ça aussi, vous ne le savez pas. Alors, lorsque cette étendue d'eau que nous appelons la mer s'est retirée, elle ne s'est pas retirée comme ça. On dit la nature a horreur du vide en se retirant. C'est pourquoi souvent, vous entendez les gens, ils parlent, vous les écoutez, vous dites, attends, toi-même tu parles, depuis tu parles, est-ce que tu comprends ce que tu dis toi-même? Alors, si tu comprends ce que tu dis toi-même là, est-ce que tu n'as pas honte de tenir de tels propos? Parce que tout enfant africain ayant été dans les écoles de l'homme blanc, vous savez, j'ai salué tout à l'heure un frère. Il a été mon patron à un moment donné de ma vie. Ben César. L'école d'excellence que Oufoué a créée à Yamoussoukro, il était major là-bas. Il était très bon. C'est un ingénieur. Sa tête est remplie. C'est un visionnaire aussi. C'est quelqu'un que j'ai toujours respecté. Je me rappelle quand j'étais aux États-Unis et je l'ai eu au téléphone, on a beaucoup échangé. D'ailleurs, on n'a jamais coupé le pont, on échange toujours. Ce monsieur, si vous le connaissez, s'il vous parle, lui, il explique les choses en rigolant, hein, mais il est très bon dedans. Dans son domaine, il maîtrise. Et ça, ce sont des gens qui au fond, ce sont des Ivoiriens. Alors, quand vous regardez ce tome-là, ce cadre exceptionnel, et puis vous regardez aujourd'hui la bêtise humaine que vous avez comme président en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'ils forment des cadres de telle qualité, de telle carrière, de telles compétences? On va laisser ça, c'est un autre débat. Alors, quand vous faites des études, vous dites que vous êtes intelligent, vous avez appris, vous avez PhD, vous avez doctorat, vous avez bien. Keïta n'a aucun problème avec. Mais que vous ne puissiez pas comprendre le Sahel, alors là, Keïta a tous les problèmes du monde. Le Sahel, ce n'est pas un désert, comme on le dit. C'est un trésor caché, le Sahel. Alors, l'idiot de blanc qui est venu chez nous, il sait que le Sahel est un véritable trésor inestimable. Avec, comme Oufoué l'a dit, des centaines et des centaines d'années. Des trésors qu'on n'a même pas encore estimé la valeur réelle, la valeur exacte. C'est ça le Sahel. Nous ne sommes pas des pays enclavés. Nous ne sommes pas des pays désertiques. Ce que vous voyez comme le désert, c'est une richesse inestimable qui est enfouie dans le sable. Le gaz, le pétrole et tous les autres que vous connaissez. Des choses qu'on n'a pas encore. Alors, je vous donne un exemple. Vous n'avez qu'à regarder l'Arabie Saoudite. Comment le prince héritier MBS est en train de démontrer ce que le Sahel, ce qu'on appelle le sable du désert, appelez ça comme vous voulez, comment cet espace-là, quand vous regardez l'Arabie Saoudite, là, vous regardez le pétrole, là, ça sort d'où? Quand vous regardez la Libye, là, le pétrole, là, ça sort d'où? Quand vous regardez le Maroc, quand vous regardez l'Algérie, le pétrole, là, ça sort où? Quand vous regardez les Émirats Arabes Unis, Dubaï, le pétrole, là, ça sort où? C'est là où il y avait la vie avant, et la vie, c'est l'eau s'est retirée et a laissé place à un espace pour que le sous-sol soit exploité au bénéfice de l'homme. Et comme le blanc, il a vu les Américains avec l'Arabie Saoudite, il s'est dit, attendez. Depuis les Américains travaillent avec les gens là, oh, l'Arabie Saoudite, et on ne peut pas laisser. Ils sont tellement idiots. Au lieu de chercher à ressembler un tout petit peu aux Américains, ils disent non, disons à ces Africains-là qui sont pauvres, ils n'ont rien. Nous, on va exploiter, on va créer le chaos, on va créer la misère, au lieu de voler pour nous. Mais pendant combien de temps vous allez voler les Africains et puis ils ne vont pas se révolter? Alors, arrêtez de dire que nous, là, nous qui sommes dans le désert, nous sommes pauvres. Nous ne le sommes pas. Et je suis fier d'être du désert. Je suis fier d'être sahélien. Je suis fier d'avoir ces origines-là ancrées au Mali. Nous sommes un peuple digne. On ne va pas se soumettre devant un criminel comme Ouattara. On va revenir à Ouattara. Je voulais juste planter le décor. Croire que nous sommes pauvres, je ne l'accepte pas. Je ne l'imagine pas. Je ne le conçois pas. Je ne le vis pas. C'est ça la réalité avec Keïta.
Et Dieu merci, quand j'échange avec certaines personnes ici de temps en temps à Bamako, ou même en dehors de Bamako, les gens sont toujours surpris de cette, je ne sais pas comment vous le dire, mais cette assurance, cette éloquence d'assurance que j'ai sur nos pays, enfin, que j'ai par rapport à nos pays. J'ai dit, mais attendez, vous croyez que moi je vais gober les bêtises du blanc qui dit que je suis pauvre alors que je sais que je ne suis pas pauvre? Pour quelle raison? Il a dit pour lui, moi je n'ai pas dit pour moi. Est-ce que lui, là, sa parole là, est-ce que c'est du pain béni pour moi? Sa parole là, est-ce que c'est une parole révélée? Sa parole là, est-ce que c'est la parole de Dieu? C'est pas la parole de Dieu, alors pourquoi je dois accepter ce qui... C'est ça avec l'homme noir. Vous prenez la parole du blanc comme étant une écriture de l'évangile ou du Coran. Après, vous vous plaignez pourquoi? Ceci nous permet d'entrer en Côte d'Ivoire. Vous avez compris que le président Diomaye sera en Côte d'Ivoire certainement demain. Je suis très heureux pour la Côte d'Ivoire. Quel que soit le fait que je ne sois pas d'accord avec Ouattara. Mais, on va discuter. Vous savez, cette histoire de Soro Guillaume, mais avant d'aller Soro Guillaume, capitaine Traoré, Assimi Goïta et le général Tiani, ce que Ouattara veut faire, on va décortiquer. J'ai fait une promesse à une amie aussi, avec qui j'ai fait la classe de terminale à Bandoukou. Je ne dirai pas son nom. Elle est mariée dans tous les cas, donc je ne voudrais pas qu'on la merde. Elle est en Côte d'Ivoire, mais elle voyage beaucoup. On a échangé ce week-end. Alors, vous savez, je voudrais demander aux Ivoiriens de se réveiller. Ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, et moi, M. César ne me dira pas le contraire. Lui qui a fait l'INSET, je crois, de Yamoussoukro, une école d'excellence mise en place par Ofoy. Alors, il y a ces temps-ci, le PDCRDA en Côte d'Ivoire a commencé une tournée. Un Ivoirien, 10 inscrits sur la liste électorale. Vous savez, le PDCA a compris quelque chose. Au Tchad, ça se vit aujourd'hui au Tchad. Les élections tchadiennes aujourd'hui sont sous tension. Et je vous ai dit, il y a deux puissances qui sont en train de s'affronter aujourd'hui au Tchad. La France, qui semblerait-il soutient Didi Kaba, ou bien c'est, comment on dit, c'est Dibi Kaka, non? Dibi Kaka, Dibi ou bien Didi Kaba, je ne sais pas trop, le fils de l'autre qui est au pouvoir. Et les États-Unis qui sont avec Success Masara, le premier ministre actuel. Alors, il y a un problème sur la question de la liste électorale. Comment il faut voter? Ils ont décidé que ceux qui n'ont pas de carte d'électeur peuvent voter. Mais Success Masara, j'ai suivi, vous savez, moi je suis en tant que panafricain, je vais m'informer partout. Je vois Success Masara dans les derniers jours de campagne qui dit à ses supporters, d'abord, il leur avait demandé de boycotter le référendum. Donc, en boycottant le référendum, les gens ne se sont pas inscrits. Ils ont refusé de s'inscrire au motif qu'ils boycottent le référendum de Dibi Kaka. Alors, maintenant, la question de la carte d'électeur se pose. On est d'accord? Si vous êtes inscrit et que vous n'avez pas la carte d'électeur, avec votre pièce d'identité, votre permis, votre extrait de naissance, en tout cas, un élément administratif justificatif peut vous permettre de voter. Mais question, est-ce que si vous avez tout ça et que vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, est-ce que vous pouvez voter? Voilà le problème. Donc, Success Masara fait exprès
pour induire les gens en erreur. Allez-y, vous pouvez voter. Alors qu'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Donc, le Tchad se prépare à une tension interne. Je ne sais pas comment ça va finir, mais prions Dieu que ça ne dégénère pas. L'opposition ivoirienne a passé son temps à boycotter. Tôt ou tard, il y aura élection un jour dans un pays. Ousmane Sonko, le plus rusé de tous, a dit, allez vous inscrire même si je suis en prison. Parce qu'on va voter. Élection là va avoir lieu. Quel que soit ce que Macky Sall va faire, élection aura lieu. Et les Sénégalais ont compris le message. Ils se sont enrôlés. Pendant que lui, il est interdit de voter, il dit aux autres, allez. Est-ce que ça n'a pas payé? Un coup KO, ça a payé, c'est pas ça? Le même Ousmane Sonko, c'est Alassane Ouattara. Les preuves sont là. Macky a fui. Pourquoi Macky a fui? Parce qu'il sait il y a des audits qui ont commencé. Et curieusement, un des soutiens forts de Macky Sall, le FMI, je répète, un des soutiens forts de Macky Sall, le FMI demande à Diomaye Faye de faire des audits. Waouh! Macky Sall, est-ce qu'il a compris ça? Est-ce que les Sénégalais en parlent? Mais Keïta, c'est ça. Le FMI a demandé que des audits soient faits. Le même FMI qui fermait ses yeux. Mais d'abord, première question, en quoi est-ce que ça regarde le FMI si on fait audit ou pas? L'argent que le FMI a donné là, et si l'argent a été détourné, est-ce que le FMI n'a pas encouragé le détournement d'argent? Maintenant que Macky, je dis Macky, Sonko et Diomaye ont commencé leur travail, ils ont commencé des audits, donc le FMI veut se protéger. Le FMI veut éviter d'être dans le viseur, donc il vient. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler du FMI, ne vous en faites pas. Je vais parler de la Banque mondiale. Le soi-disant prêt du FMI et le soi-disant prêt de la Banque mondiale au Mali. La manipulation, l'intoxication, la désinformation. C'est à cela que je me bats au quotidien pour demander à nos autorités de mettre en place une véritable cellule de communication pour étouffer, détruire, anéantir toute intoxication, malinformation, désinformation. Il faut, parce que c'est dangereux. Aujourd'hui, on a menti sur cette histoire, alors que c'est le FMI qui est venu demander pardon au Mali pour reprendre ses opérations. Mais on veut faire croire que c'est le Mali qui a fait appel, ce qui est faux. Et je vous ai dit, j'ai fait une intervention. Le FMI est passé d'abord au Burkina Faso. Avant le FMI, c'était d'abord la BCAO. Ils sont allés au Burkina. Du Burkina, ils sont venus au Mali, ils sont allés au Niger. Le FMI. La Banque mondiale, même chose. J'ai dit, monsieur le président, faites attention à je ne sais pas quelle expression, mais j'ai dit, ce sont des criminels. Faites attention. Juste une petite parenthèse. Désormais, ni la Banque mondiale, ni le FMI, quand tu viens, tu proposes tes services en tant que banquier. Mais intervenir dans la gestion politique du Sahel, les trois États, je ne parle pas des autres pays, je m'en fous, ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Mais les trois pays désormais, ni la Banque mondiale, ni le FMI ne nous dira comment il faut faire quelque chose. Alors, les opposants merdiques qui disent vacances de pouvoir, blablabla, blabla, constat de la justice, mais comment Assimi Goïta arrive à discuter avec le FMI s'il y a vacances de pouvoir? Est-ce qu'ils ont la tête en place? Alors, quand nous disons, quand je dis je suis bon dans mon domaine, je ne m'en vante pas. Il faut avoir une intelligence assez douée pour comprendre ça. Un président que vous dites qui est illégitime, mais il signe un accord avec une institution, attention, attention, qui s'appelle le FMI et la Banque mondiale. Alors, d'où vient la vacance du pouvoir? Est-ce qu'un banquier va prendre le risque de signer un prêt avec un président, sachant bien que ce président est illégal, illégitime, anticonstitutionnel? Vous allez voir ça où? Montrez-moi un seul pays, vous allez voir ça où? Même si la Banque mondiale et le FMI sont des criminels, et c'est des criminels qui ont la tête sur les épaules. Alors, d'où vient la vacance du pouvoir? Assimi Goïta vient de signer tout à l'heure avec ces deux, 120 millions de dollars avec je crois, le FMI, la Banque mondiale, je ne sais pas trop. Alors, s'il est illégitime et illégal,
Le FMI ne le sait pas mieux que nos opposants, nos politiciens. Mais pourquoi le FMI ferme les yeux là-dessus? Est-ce que réellement il y a chose? Moi, je vous ai dit, le débat est clos il y a longtemps, mais les gens, comme ils aiment faire les bleus, pourquoi on les écoute, pourquoi on sache qu'ils sont là, ça fait plaisir aussi. C'est ça aussi. Sinon, ça ne tient pas la roue. Alors, on continue. Donc, au Sénégal, le FMI veut se protéger et veut anticiper pour dire, faites des audits. Alors que le FMI sait très bien que l'argent a été détourné. Alors, en Côte d'Ivoire, que se passe-t-il? Cheikh Marc était content. Alors, sans trop savoir que la situation de l'énergie en Côte d'Ivoire était rocambolesque, je me suis permis de faire une incursion. Vous vous rappelez, je l'avais fait, je crois, je ne sais pas si c'est le vendredi ou le jeudi, je vous ai dit que j'avais discuté avec une jeune ivoirienne. Et puis je suis venu et, mon ami, si tu as un téléphone de deuxième main, tu as ramassé, tu viens parler de volume là. Regarde les gens que j'utilise. Tout est Pro Max, dernier cri, avec une capacité énorme. Donc, pardon, il ne faut pas venir écrire ici. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. C'est Keïta. Quand tu regardes la qualité de l'image, là, tu viens me parler volume. Tu vois qualité d'image, là, même dans les studios. Même dans votre chose, je ne sais pas, RTI, là, tu as qualité d'image comme ça. Attention, hein. Je mets suffisamment d'argent dans mon business, donc il ne faut pas venir me provoquer. Alors donc, je continue. Quand j'ai parlé de cette histoire d'énergie, je ne m'attendais pas que, enfin, je ne m'attendais pas à une réaction spontanée. Mon jeune frère, Soule de Paris, il a fait passer la vidéo d'une dame là qui s'appelle aussi Ouattara, la dame qui porte les lunettes. Elle dit, vous nous étouffez, blablabla, bla, bla, bla. Papa Ouattara s'est rentré là. Il dit, madame, tu n'as pas encore parlé. Tu parles de papa. Tu parles de papa. Est-ce qu'un papa peut étouffer ses enfants? Toi-même, tu dis, vous nous étouffez, et puis tu dis papa. Un papa qui étouffe ses enfants, là, est-ce que c'est un vrai père? Alors, voilà en Côte d'Ivoire, elle dit que elle payait sa facture entre 120 et 130 000 francs CFA. Avant que Alassane Ouattara ne vienne dire que il va augmenter de 10%. Et quand ils ont augmenté 10%, écoutez très bien, sa facture est montée à 183 ou 185 000 francs. Et la facture suivante est montée à 250 000. Donc, on part de 130 000 francs CFA, 120 000 francs CFA à 250 000 francs CFA. Combien d'Ivoiriens sont payés à 200 000 francs au niveau de la fonction publique ou même dans les entreprises privées? Combien d'Ivoiriens perçoivent 1 million? Même si vous percevez 1 million et que vous devez payer votre facture à 250 000, ça veut dire que vous êtes dans une maison que vous payez peut-être autour de entre 100, 200 ou 300 000 la maison. Vous payez une facture de 250 000. Et supposons que vous payez la maison à 150 000 ou à 200 000. Alors, si vous payez la maison à 200 000, ça vous fait déjà 450 000 qu'il faut déduire de 1 million. Il n'y a pas l'argent de popote dedans. Il n'y a pas habillement dedans. Il n'y a pas l'eau dedans. Alors, même si vous êtes payé à 1 million, ça vous amène où? Nous sommes des opérateurs libres, par la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Le pays qui est supposé donner l'électricité au Mali. Moi, avec... bon, il faut laisser ton nom là comme ça. Tu as trop parlé de ça aujourd'hui. Alors, une dame, j'ai parlé de mon frère tout à l'heure, Césario. Combien sont aujourd'hui en mesure de payer leur facture à 250 000 francs CFA? Sans compter le loyer. Même s'il a 100 000, ça vous fait 350 000 francs. L'argent de popote, 3 000 francs par jour, c'est zéro. Au minimum 5 000 francs. Dans le mois, ça fait combien? Si vous faites 5 000 francs par jour,
Ça vous fait combien? 150 000, je crois, à peu près. Sans compter Sodeci. Alors, vous allez vous retrouver dans le mois à peu près avec une dépense familiale, juste pour les petits pains, nourriture, tout ça, à peu près entre 500 et 600 000 francs. Alors, vous, fonctionnaires, vous recevez combien? Donc, Ouattara a menti devant le monde. On va augmenter les familles les plus démunies, on va commencer, comment on appelle ça, le SMIC va monter, blablabla. Bla, bla, bla. Le PPACI de Laurent Gbagbo a dit, Ouattara, c'est un menteur. Il va donner avec une main et puis il va récupérer avec une autre main. Donc, toutes les soi-disant augmentations de Ouattara, non seulement il a récupéré tout ce qu'il a donné aux Ivoiriens, mais mieux, Ouattara, il dit, vous me connaissez mal. Mon train de vie, là, mes 366 milliards par an, ça c'est moi, Ouattara, sûr. Vous allez payer ça aussi. Je vais nommer autant de ministres que je veux. Vous allez payer. Je vais surendetter la Côte d'Ivoire. Vous allez payer. Je vais vous donner quelques bling-bling là. Vous allez regarder pour vous éblouir. Mais vous allez payer. Moi, Ouattara, moi le dictateur, moi le demi-dieu des lagunes, vous allez payer. Le capitaine Ibrahim avait prévenu. Nous, on a dit. Mais alors, pourquoi les Ivoiriens se plaignent aujourd'hui? Le Sénégal a démontré sa capacité de résilience, de détermination et d'engagement. Ça a payé. Voilà Ousmane Sonko et son frère à la tête du pays. Malgré que Ouattara ait donné armes, munitions, soutien, encouragement à Macky Sall, parce que Dieu ne viendra en aide à un peuple que lorsque ce peuple-là va se révolter contre l'injustice. Dieu ne viendra pas vous réveiller, Ivoirien, pour vous dire, sortez de la rue, je suis avec vous. Non. Aide-toi, le ciel t'aidera. Quand vous allez commencer à prendre soin de vous-même, et il y a des gens qui nous disent, le Sahel va nous aider à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas déstabilisateurs. La Côte d'Ivoire ne nous a pas aidés pour dégager nos présidents. C'est nos peuples qui ont pris la responsabilité de dégager les présidents. Quand Bazoum a été arrêté par le général, il était le seul à faire son coup d'État. Vous avez bien compris. Le général était le seul. Il n'avait associé personne. Quand il a arrêté Bazoum, le général a arrêté Bazoum à 1h du matin, lui seul. Il a donné ordre à ces éléments-là, mettez-le en détention. C'est au réveil que les gens se sont rendus compte que Bazoum avait été arrêté. Quand Ouattara, le même Ouattara a demandé à l'état-major d'intervenir, le général leur a dit, entre-temps, le général a pris le temps d'appeler ces éléments, la garde, comment ils appellent ça, la garde présidentielle ou la garde républicaine. Les éléments sont venus renforcer. Il a réveillé tous ces commandants, tous ces colonels, tous ces officiers, il les a tous appelés. Et puis il leur a expliqué les faits. Voilà ce qu'il y a, voilà ce que Bazoum a fait avec document à l'appui. Donc tout de suite, la garde présidentielle s'est positionnée. Quand l'armée voulait intervenir, le général a dit, ne faites pas couler le sang des Nigériens pour rien. Vous n'allez pas gagner parce qu'on va vous battre. On est plus équipé, on est plus entraîné, ne l'oubliez pas. Bazoum est un criminel, vous ne pouvez pas le soutenir. Et le général, ce qu'il a fait, il dit, allez-y tous dans vos bureaux, je vous envoie des informations. Le général envoie des fax à tous les officiers au niveau de l'état-major. Armée de terre, armée de l'air. Ils ont discuté. Il dit, est-ce que c'est ça le Niger que vous voulez? Ils disent non. Donc rejoignez la cause. Là où ça a mis du temps, il dit, je ne veux pas être président. Trouvez quelqu'un parmi vous. Ils ont dit, si tu as eu le courage d'arrêter Bazoum, qui mieux que toi peut être président? Il dit, je ne veux pas être président. C'est dans ça, là, ils ont discuté jusqu'à il a accepté.